Dans cette vidéo consacrée aux oraux de l'agrégation interne de physique-chimie, nous allons nous intéresser ici aux axes pédagogiques de l'épreuve d'exposé. Lors du tirage au sort de votre sujet, 2 axes pédagogiques vous seront proposés, et vous devrez en choisir un seul. L'objectif de cette vidéo est de bien comprendre les attentes associées à ces axes et d'illustrer leur mise en œuvre à l'aide d'un exemple concret. Cette présentation correspond à un travail personnel. Elle peut donc comporter des erreurs et reste bien entendu perfectible. Pour chaque axe, je présenterai une vue d'ensemble, les bonnes pratiques à adopter ainsi que les erreurs à éviter. Un exemple sera également développé autour de l'exposé de physique, spectrométrie optique, couleur, en lien avec le programme de premier enseignement scientifique dans le chapitre « Le rayonnement solaire ». Dans cette première vidéo, 4 axes seront abordés. L'évaluation au service de l'apprentissage, la place de la modélisation, les obstacles didactiques, la formation à la démarche scientifique. Pour le premier axe pédagogique, l'évaluation au service de l'apprentissage. Tout d'abord, ce qu'il faut montrer. Évaluer pour faire apprendre. L'idée principale à retenir, c'est que l'évaluation n'est pas seulement un outil de certification, mais bien un outil au service des apprentissages. Elle doit permettre à la fois de diagnostiquer les acquis et les difficultés des élèves, mais aussi de réguler l'enseignement en adaptant le rythme ou en proposant de la remédiation. Elle a également un rôle important pour rendre l'élève acteur de ses apprentissages, notamment à travers l'auto-évaluation ou de feedback précis. Concernant les bonnes pratiques, il est essentiel de mettre en place des évaluations fréquentes et variées. On peut commencer par une évaluation diagnostique en début de séquence, pour identifier les conceptions initiales et les éventuelles lacunes. Ensuite, pendant l'apprentissage, on privilégie l'évaluation formative, qui permet d'ajuster en continu. Dans ce cadre, on peut intégrer de l'auto-évaluation, où l'élève se positionne lui-même, ou encore de la co-évaluation, avec un pair, à partir de critères bien précis. Et enfin, l'évaluation sommative vient en fin de séquence pour valider les acquis. Un point très important, c'est la qualité des outils utilisés. Il faut proposer des feedbacks précis qui expliquent les erreurs et donnent des pistes de progression. Il est aussi essentiel de construire des critères explicites, par exemple sous forme de grille pour que les élèves sachent ce qui est attendu. On privilégie une évaluation par compétence ou savoir-faire, claire et ciblée. A l'inverse, il y a plusieurs écueils à éviter. D'abord, réduire l'évaluation à un simple contrôle final, sans accompagnement. Ensuite, proposer des feedbacks flous ou inexistants, qui n'aident pas l'élève à progresser. Et enfin, ne pas faire le lien entre l'évaluation et les objectifs d'apprentissage, ce qui la rend un peu pertinente. Voilà pour cet axe, l'enjeu est vraiment de passer d'une logique de contrôle à une logique d'accompagnement des apprentissages. Pour cet axe, un exemple, donc toujours sur l'exposé de physique spectrométrie optique couleur, nous allons voir par exemple ici comment évaluer un savoir-faire. À partir d'une représentation graphique du spectre d'émission du corps noir à une température donnée, déterminer la longueur d'onde maximale d'émission. La représentation graphique est la compétence attendue. Tout d'abord, on peut travailler sur une évaluation diagnostique pour identifier les éventuelles difficultés dans la lecture graphique d'une valeur. Je vous proposerai ça 5 minutes dans le cours précédant la séquence. Par exemple, cette évaluation peut comporter 3 graphiques dans lesquels il faudra trouver les coordonnées d'un point. Par exemple, le premier graphique simple, avec un quadrillage précis et simple de lecture. Simple de lecture, c'est-à-dire par exemple un carreau pour 1 ou un carreau pour 0,1. Ensuite, dans le deuxième exercice un petit peu plus compliqué, un quadrillage toujours précis avec du papier millimétré par exemple, mais cette fois-ci des graduations plus complexes. Par exemple un carreau pour 0,2. Et ça devient beaucoup plus compliqué à la lecture pour certains élèves. Et ensuite, une troisième façon de faire, encore différente, où là vous aurez très peu de graduation. Par exemple, une graduation 1, puis une graduation 20 et 50 ou autre. En tout cas, sans papier millimétré, pas de graduation précise.
Et donc là, il faudra voir si l'élève est capable de se créer sa propre échelle et faire des mesures de distance, par exemple, pour trouver des valeurs. Donc ça, c'est une autre façon encore de faire. Et ensuite, il va donc falloir adapter notre cours aux résultats de cette évaluation. Dans une deuxième partie, je proposerai une évaluation formative. Alors en deux temps, coévaluation en premier, où vous allez devoir créer un exercice dans lequel il faudra faire des mesures de lambda max. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre les élèves par deux, d'échanger les copies avec un voisin, et que l'élève évalue avec une grille précise le travail de son voisin. Donc ce qui est important, c'est de créer le jour de l'examen la grille de critères. Et donc l'élève lit la grille et évalue son voisin. Ensuite, on rééchange les copies et on vérifie que le travail a été fait correctement. Donc il y a une deuxième étape de vérification où l'élève regarde et analyse le travail qui a été fait par son voisin et le valide ou pas. Ce qui est important, c'est d'associer à chaque critère de réussite, à chaque grille, un commentaire pour faire pour qu'il puisse retrouver ses erreurs et trouver des axes d'amélioration. Et enfin, dans un troisième temps, moi, ce que je proposerai, c'est une évaluation sommative pour venir valider les acquis. Donc rédiger un exercice dans lequel on doit retrouver la température de surface du Soleil, par exemple, ou d'une autre étoile. Et ce qui est important, c'est de garder la même grille d'évaluation que celle qui a été fournie pour l'évaluation formative. Voilà. Donc là, évidemment, là, c'est uniquement un savoir-faire qui est évalué. Le jour d'une évaluation sommative, évidemment, il peut y avoir plusieurs axes évalués. Hein. Donc là, on ne parle que d'un seul savoir-faire. J'ai voulu me limiter à ça. Donc ce qui est important, je pense, c'est vraiment d'axer sur un seul savoir. Ce que je trouve intéressant, c'est de faire une ouverture, à condition de maîtriser évidemment, sur la remédiation éventuelle par rapport aux résultats de l'évaluation sommative. Donc ça, vous verrez remédiation dans une autre fiche, un peu plus tard. On passe maintenant au deuxième axe, la place de la modélisation. L'idée essentielle ici, c'est de bien comprendre que la science ne décrit pas directement le réel. Elle passe toujours par des modèles. Un modèle, c'est une construction humaine, qui sert à expliquer, prévoir et comprendre des phénomènes. Mais il est fondamental de rappeler aussi que tout modèle a des limites. Il n'est jamais parfait et il ne fonctionne que dans certaines conditions. En termes de bonne pratique, il est important de rendre cette idée explicite pour les élèves. Concrètement, il faut les amener à identifier les hypothèses que l'on fait. Par exemple, lorsque l'on néglige les frottements. Il faut aussi faire repérer les simplifications, comme le fait de modéliser un objet par un point matériel. Un autre point clé, c'est d'organiser des allers-retours entre réel et modèle. L'objectif est que les élèves comprennent que le modèle est une représentation du réel et que l'on peut sans cesse faire des liens entre les deux. On peut également proposer de comparer plusieurs modèles, par exemple un modèle simple et un modèle plus complexe, pour montrer ce qu'on gagne ou ce qu'on perd à chaque fois. Sur le plan didactique, il est intéressant de varier les formes de modélisation. On peut utiliser des schémas qui aident à comprendre, comme un circuit électrique, des équations qui permettent de prévoir, par exemple en chimie ou en mécanique, et enfin des simulations qui permettent d'explorer des situations comme une trajectoire. Concernant les erreurs à éviter, il y en a plusieurs importantes. D'abord, il ne faut pas présenter les modèles comme des vérités absolues. Ensuite, il est essentiel de discuter leurs limites, sinon les élèves risquent de mal comprendre leur portée. Et enfin, il faut éviter d'aller directement à la formalisation sans passer par une phase de compréhension du phénomène. En résumé, l'enjeu de cet axe est de faire comprendre aux élèves que les modèles sont des outils puissants, mais qu'ils doivent toujours être questionnés et replacés dans leur contexte. Un exemple concret, toujours sur le même thème, je m'intéresserai à la couleur d'une étoile, avec la loi de Wien. Alors tout d'abord, les étoiles modélisées comme des corps noirs. Donc là, le premier modèle, modèle du corps noir. Donc le corps noir, qui est un objet idéal qui absorbe et émet parfaitement le rayonnement. Son émission dépend uniquement de sa température de surface. Donc ça, c'est le modèle, c'est ce qu'on va devoir utiliser pour nos calculs, etc. Attention, en réalité, l'étoile n'est pas un corps noir parfait.
Par exemple, son absorption n'est pas totale. Sa température non homogène en surface, ni même à l'intérieur. L'étoile a une structure en couches, avec différentes températures de noyau, d'extérieur, etc. Et en plus, un dynamisme au niveau de la matière à l'intérieur de l'étoile. Donc tout un tas de critères qui font que notre étoile n'est pas un corps noir parfait. Ensuite, la lumière perçue d'une étoile et la couleur. Ce qui est important, c'est que la lumière qu'on va recevoir n'est pas forcément la même que celle qui a été émise. Alors d'abord par rapport à la couleur qui a été émise. Les couleurs et la lumière avec le modèle de la loi de Wien. Donc les longueurs d'onde émises dépendent de la température de surface du corps noir. Et on va avoir une répartition de l'intensité selon les longueurs d'onde avec un maximum pour lambda max et une forme de courbe expliquée par la loi de Planck. Alors ce qui est important déjà, c'est que cette forme globale, c'est un modèle mathématique, lambda max qui va être égal à k sur t, c'est déjà approximatif dans un premier temps. Et en plus, la lumière perçue, comme je l'ai dit, non seulement on va avoir une approximation sur la lumière qui a été émise par l'étoile, mais cette lumière elle va en plus traverser différentes atmosphères avant d'arriver à notre œil. C'est-à-dire que déjà, la lumière émise par l'étoile, elle va être absorbée en partie par l'atmosphère de l'étoile. On va avoir des raies sombres, par exemple, liées à l'hydrogène. Mais également, on peut avoir carrément des bandes manquantes liées, par exemple, à l'atmosphère de la Terre. Par exemple, la couche d'ozone qui va absorber une partie des rayons ultraviolets. Et donc, non seulement on va faire des approximations sur la lumière qui a été émise par l'étoile, mais en plus, il ne faut pas oublier qu'une partie de la lumière est absorbée avant d'arriver dans notre œil. Donc la lumière reçue par une étoile, c'est pas la lumière exactement émise par un corps noir. Il va y avoir quand même tout un tas de différences entre modèle et réel. Comme exemple, derrière, moi je partirai sur un exercice sur prédire la couleur du Soleil. Donc on va prendre comme modèle un corps noir, le Soleil, de surface homogène, de température 5800 Kelvin, et donc un lambda max égal à 500 nanomètres. Donc ça, c'est toute une partie déjà très théorique sur le modèle qui est absolument éloignée de la réalité, même si on peut avoir un bon ordre d'idée. Et comme le lambda max est autour de 500 nanomètres, on va avoir un spectre qui sera étalé sur le visible avec une lumière globalement blanche. Alors maintenant, est-ce que le Soleil est blanc? Alors ça, c'est une autre histoire. Si on se résume au modèle du corps noir, on pourrait le croire. En réalité, déjà la température est inhomogène en surface du Soleil. Bon, certes. Mais surtout, le Soleil peut changer de couleur au cours de la journée. Et ça, par exemple, c'est pas du tout prévu dans notre modèle. Par exemple, quand je regarde le Soleil le matin, ou quand je regarde le Soleil le soir, couché, en fait, des effets liés à l'atmosphère terrestre, par exemple, vont carrément changer la couleur globale du Soleil. Donc est-ce que le Soleil est blanc? C'est pas forcément la réalité. Donc là, c'est intéressant, je trouve, de partir sur la couleur, sur ce thème, avec le modèle du corps noir, la loi de Wien. Donc voilà ce que je ferai, moi, par exemple, autour de cet axe. On passe maintenant au troisième axe, les obstacles didactiques. L'idée centrale ici, c'est que l'élève n'est pas une page blanche. Les élèves arrivent avec des conceptions initiales, souvent cohérentes pour eux, mais qui peuvent faire obstacle aux apprentissages. Par exemple, en chute libre, beaucoup pensent que plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Ces conceptions sont souvent renforcées par l'expérience quotidienne, puisqu'en réalité, en dehors du modèle, des effets comme les frottements viennent perturber les observations. La plume, par exemple, chute bien plus lentement que la boule, en réalité. Donc l'enjeu n'est pas de les ignorer, mais au contraire de les faire émerger pour pouvoir les faire évoluer. Pour cela, on peut mettre en place différentes stratégies. D'abord, on peut poser des questions ouvertes. Par exemple, de quels paramètres dépend la vitesse de chute libre? On peut aussi demander aux élèves de faire des prédictions. Que se passe-t-il si on lâche une boule de pétanque de 800 grammes et une plus légère de 650 grammes?
ou encore organiser des débats sur l'influence de la masse, pour confronter les points de vue. Ensuite, il est important de créer ce qu'on appelle un conflit cognitif, c'est-à-dire de proposer une situation qui va mettre en défaut leur conception initiale. Par exemple, montrer que dans le vide, une plume et une bille arrivent en même temps au sol. Cela crée une contradiction qui pousse l'élève à remettre en question son raisonnement. À partir de là, on accompagne la reconstruction des connaissances. On passe par une explication guidée, étape par étape, en mobilisant les notions scientifiques pertinentes, comme les forces ou les lois de Newton. Puis, on peut aller vers une formalisation en montrant par exemple une accélération en chute libre ne dépend pas de la masse. L'objectif est de construire un nouveau modèle explicatif, plus proche du modèle scientifique. Concernant les erreurs à éviter, elles sont assez classiques. Il ne faut pas ignorer les conceptions initiales, car elles structurent la pensée de l'élève. Il faut éviter de corriger sans comprendre, en disant simplement « c'est faux », sans analyser le raisonnement. Et enfin, il ne faut pas donner directement la réponse, car cela empêche le véritable apprentissage. En résumé, cet axe consiste à partir des idées des élèves, même erronées, pour construire progressivement un savoir plus scientifique. Toujours sur le même thème, la couleur d'une étoile, loi de Wien. En conception initiale, bleu égale froid, rouge égale chaud. Mais également un automatisme des grandeurs proportionnelles. Au quotidien, le bleu est associé à l'eau froide, à la glace. Le rouge est associé au feu, au chaud. Et souvent, au collège par exemple, les grandeurs sont proportionnelles. Le poids et la masse, l'intensité et la tension, la durée et la distance, etc. Et les élèves peuvent penser que généralement les grandeurs sont proportionnelles entre elles. Les bonnes pratiques. Faire émerger les conceptions. Par exemple, une question ouverte. De quoi dépend la couleur d'une étoile? Expliquez. On doit avoir évidemment la grandeur-température qui apparaît, mais d'autres grandeurs peuvent aussi être données. Est-ce que la taille de l'étoile est importante, sa composition, la distance à laquelle elle se trouve, etc. On peut aussi poser une question et essayer de demander une prédiction. Si la température augmente, que devient la longueur d'onde maximale émise? Ou des débats sur la confrontation d'idées entre couleur et température. On peut également créer un conflit cognitif. Par exemple, vous montrez deux étoiles, une étoile bleue comme Rigel et une étoile rouge comme Bételgeuse. Et vous proposez deux températures, 11 000 Kelvin et 3500 Kelvin. Vous leur demandez d'associer la température à chaque étoile. Un certain nombre se trompera en mettant Rigel bleu avec la température la plus basse. On peut également utiliser des animations dans lesquelles on fait varier la température pour voir le spectre être modifié. Quand la température augmente, on voit qu'il y a un déplacement du spectre vers la gauche. On peut également proposer un tableau dans lequel on met une ligne de température et une ligne de lambda max, pré-remplie, dans lequel il manque juste une valeur à compléter. L'élève aura envie, certains en tout cas, si la température double, de doubler le lambda max. Il faudra donc donner la valeur associée. Il faudra ensuite accompagner la reconstruction. Une explication guidée par étapes. Pour retrouver la couleur d'une étoile, on fait d'abord une lecture sur le spectre, on identifie lambda max, on utilise la loi de Wien, et là on commence à formaliser la formule. Lambda max est égal à une constante divisée par la température. Et on aura donc une relation inverse et non pas de proportionnalité. Il est important qu'à la fin, un élève comprenne bien que pour trouver la température d'une étoile, une intuition quotidienne ne suffit pas. Il faut une démarche logique par étapes. Et le quatrième axe, la formation à la démarche scientifique. L'idée essentielle ici, c'est qu'on ne transmet pas seulement des résultats aux élèves, mais qu'on leur fait vivre une démarche scientifique. La science se construit à travers plusieurs étapes. Questionner, investiguer, interpréter. Et c'est cette logique qu'il faut faire vivre en classe. Concrètement, on commence par une phase de questionnement. Il s'agit de partir d'une situation concrète
et de poser une question ouverte et testable. Par exemple, on a plusieurs eaux minérales. Comment savoir laquelle contient du sel et donc des ions chlorure? Ensuite, à l'aide de documents, des tableaux ou autres, les élèves doivent formuler une hypothèse. C'est une réponse provisoire qu'on va pouvoir tester. Par exemple, si une eau contient des ions chlorure, alors l'ajout de nitrate d'argent va faire apparaître un précipité blanc. On passe ensuite à une phase d'expérimentation. Les élèves conçoivent ou réalisent une expérience, observent et recueillent des résultats. Ici par exemple, on ajoute du nitrate d'argent dans des tubes à essai contenant les différentes eaux. Et on compare ce qu'il se passe. Vient ensuite l'interprétation. Les élèves exploitent les résultats, comparent, discutent. Si une seule eau donne un précipité blanc, on peut en déduire la présence d'ions chlorure, et donc de sel. Et si les résultats ne sont pas concluants, cela amène à revoir l'hypothèse ou le protocole. Enfin, il y a une phase de validation. On répond à la question initiale en justifiant les résultats obtenus. L'eau X contient des ions chlorure et donc du sel, car un précipité blanc s'est formé en ajoutant du nitrate d'argent. Un point très important, c'est la progressivité, car la démarche scientifique est assez complexe. Au début, la démarche doit être très guidée, avec plusieurs étapes accompagnées. Puis progressivement, on laisse de plus en plus d'autonomie aux élèves. Concernant les erreurs à éviter, il y en a deux principales. D'abord le TP recette, où les élèves suivent un protocole sans comprendre ce qu'ils font. Et ensuite, ne pas laisser la place à l'erreur, aux incertitudes ou aux limites de modèle, alors que ce sont justement des éléments essentiels à la démarche scientifique. En résumé, l'objectif est vraiment de faire pratiquer aux élèves une démarche proche de celle des scientifiques, et pas simplement de leur faire appliquer des résultats déjà établis. Toujours autour de la couleur d'une étoile, la loi de Wien. On pourrait par exemple partir d'un questionnement. Deux étoiles ont des couleurs différentes. Qu'est-ce que cela nous apprend sur leurs propriétés? Alors il faudra fournir des documents aux élèves, par exemple des spectres de corps noirs. Ce qui est important, c'est que la grandeur température apparaisse souvent dans les documents. Il faut qu'il y ait une intuition sur la température. Ensuite, l'élève va devoir formuler une hypothèse. La couleur d'une étoile dépend de sa température. Et même aller plus loin, proposer que si une étoile est bleue, elle sera plus chaude qu'une étoile rouge. Ensuite, il faudra expérimenter et investiguer. On peut étudier des spectres de corps noirs ou d'autres documents. Utiliser une animation en faisant varier la température, observer le déplacement du maximum. Observer les intensités de chaque couleur en faisant varier la température. En interprétant ces résultats, l'élève doit pouvoir voir que quand la température augmente, le maximum d'émission se déplace vers des couleurs comme le bleu. Il doit mettre en évidence une relation entre lambda max et T. Une relation particulière, c'est-à-dire que quand T augmente, lambda max diminue. Si pendant la phase d'interprétation, l'élève s'est trompé dans l'hypothèse, par exemple, si sa conception initiale est bleu égale froid, et donc si une étoile est bleue, c'est qu'elle est plus froide qu'une étoile chaude, il peut reproposer une nouvelle hypothèse et ensuite revérifier que cela fonctionne. Enfin, l'élève pourra valider la couleur d'une étoile dépend de sa température. Plus elle est chaude, plus elle apparaît bleue. Et ensuite aller sur la loi de Wien. Ce qu'il faut éviter, c'est de donner directement la loi de Wien. De faire une activité sans faire d'interprétation physique. Et surtout dans ce cas-là très important, ne pas négliger que les élèves ont des conceptions initiales, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les obstacles didactiques. Ce sera tout pour cette première vidéo, nous verrons les prochains axes dans une prochaine. Au revoir.